Bonjour à tous et bienvenue sur le cours d'électrostatique. Je suis au cours numéro 4 et dans ce cours, on va parler essentiellement du potentiel électrostatique. Donc, c'est quoi le potentiel? Quelle est son expression créée par des charges discrètes, par des charges continues? Quelle est la relation entre le potentiel et le champ électrique? Quelles sont les équations locales vérifiées par le potentiel et par le champ? Et on terminera par des exercices d'application. Bien. En électrostatique, ou bien en électrocinétique plus exactement, quand vous allez étudier les circuits électriques, vous allez travailler essentiellement avec la tension électrique et non pas le champ électrique. Donc, quelle est la relation entre la tension et le champ? Autrement dit, quelle est la relation entre le potentiel électrostatique et le champ électrique? Donc la tension électrostatique, c'est signification physique, entre deux points du circuit représente quoi? Représente la quantité de travail ou une énergie potentielle qui est nécessaire pour déplacer une charge unitaire Q égale à 1 entre deux points. Donc pour déplacer une charge entre A et B avec Q est égal à 1, cette énergie-là, ce travail-là, c'est ce qu'on appelle la différence de potentiel entre le point A et B. Donc, pour essayer de trouver la relation entre ce potentiel et le champ en utilisant cette définition du potentiel, on va considérer une région où il existe un champ électrique E. Dans cette région, on va placer une charge pour l'instant Q. Une charge Q dans un champ électrique va être soumise à la force électrostatique F est égal à Q fois E, on suppose que la charge est positive. Maintenant, pour déplacer la charge dans cette région, il faut au moins fournir une force ou bien exercer une force égale et opposée à la force électrostatique. C'est-à-dire il faut contrarier la force exercée par le champ électrique. Et on va calculer le travail de cette force entre deux points et le travail par unité de charge, ça sera par définition le potentiel électrostatique. Eh bien, la force qu'on doit appliquer doit être exactement au minimum égale à moins la force électrique pour déplacer cette charge. Essayons de calculer le travail de cette force. Par définition, le travail, c'est la force fois le déplacement. Donc, c'est moins Q fois E d de L. Maintenant, on a dit le potentiel électrostatique, c'est le travail par unité de charge. C'est le travail qu'il faut fournir pour déplacer une charge Q égale à 1 ou bien le travail par unité de charge. Eh bien, le travail par unité de charge, c'est tout simplement moins E fois d de L. Donc, c'est l'énergie, le travail, c'est en joules, la charge, c'est en coulombes. Donc, l'unité de ce potentiel, c'est joule-coulomb, c'est ce qu'on appelle le volt. Et c'est ça, exactement, la relation qu'on cherche. Donc, la relation entre le potentiel électrostatique et le champ électrique, c'est que la différentielle de cette nouvelle fonction scalaire d de V est égale à moins E scalaire d de L. Et c'est à partir de cette relation qu'on va essayer de trouver, par exemple, le potentiel d'une charge ponctuelle, ensuite le potentiel créé par une distribution de charge. Donc, par définition, la différentielle de potentiel entre deux points est égale à moins E scalaire d de L. En mathématiques, on appelle E scalaire d de L la circulation élémentaire de E suivant d de L. Revenons au cas d'une charge ponctuelle. Le champ créé par une charge ponctuelle, nous l'avons déjà décrit, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur R carré fois E de R. Bien. Là, on vient de montrer que la relation entre le potentiel et le champ, c'est E scalaire d de L égale à moins d de V. Bon, je vous ai dit, E scalaire d de L, c'est ce qu'on appelle la circulation élémentaire du champ électrique le long de la longueur d de L. Bon, mais nous, on va utiliser juste ce qu'on a montré pour le moment. Bien, c'est quoi un élément d de L en coordonnées polaires? Donc, d de L, c'est d de R suivant ER, plus R d de θ suivant Eθ. Maintenant, c'est quoi le produit scalaire de E scalaire d de L? Donc, c'est E de R scalaire d de L. Donc, E de R scalaire E de R, c'est 1. Il va rester d de R. Et E de R scalaire Eθ, c'est 0. Donc, E de R scalaire d de L va se réduire à d de R. Donc, cette expression-là va se réduire à d de R.
Donc d de v, c'est moins q sur 4 pi epsilon 0 d de r sur r carré. Or, d de r sur r carré, c'est la différentielle de 1 sur r. Ça, c'est une constante. Je peux l'introduire à l'intérieur de la différentielle. Donc, j'ai d de v égale à d de cette fonction scalaire. Donc, v, tout simplement, ça sera q sur 4 pi epsilon 0 1 sur r plus une constante. Parce que la différentielle d'une constante, c'est nul. Donc, voilà ce qu'on appelle le potentiel électrostatique créé par une charge Q à en un point situé à une distance R. Bien sûr, tout ça, ça a été déterminé à partir de cette relation de base entre le champ et le potentiel. Bien, donc V de R, c'est ce qu'on appelle le potentiel électrostatique de la charge Q à la distance R. On va déterminer une propriété de la force électrostatique. Donc on va essayer de calculer le travail de la force électrostatique entre une position initiale et une position finale. Donc une charge Q0 qui se déplace entre une position initiale et une position finale dans un champ électrique E. Le travail, c'est la force le travail pour déplacer cette charge-là, on a dit il faut fournir la force extérieure scalaire D de L. La force qu'on doit appliquer doit contrarier la force électrostatique, c'est-à-dire moins Q fois E d de L. Si je calcule l'intégrale de ce travail entre la position initiale et la position finale, ça va me donner Q fois le potentiel au point final, moins le potentiel au point initial. Donc le travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc la force électrostatique, c'est ce qu'on appelle une force conservative. Le travail est indépendant du chemin suivi. Donc, c'est une force conservative. Voilà une première application. On va essayer, par exemple, de voir quel est l'effet d'un champ électrique sur une charge. Donc, on va, dans la deuxième partie du programme, on va parler du magnétisme. Et vous allez voir qu'un champ électrique, son rôle, c'est de varier l'énergie cinétique d'une particule. Un champ magnétique, son rôle, c'est d'orienter une particule, de faire tourner une particule sans changer son énergie cinétique. Bien. Prenons un proton, par exemple, qu'on va insérer entre les armatures d'un condensateur. À l'intérieur d'un condensateur, il existe un champ constant. On va supposer que ce champ constant, sa valeur, c'est 10 puissance 5 volts par mètre. La distance entre les deux armatures, c'est 10 cm. Quelle sera l'énergie cinétique de la particule une fois qu'elle arrive à l'armature 2? Donc là, on va profiter de ce qu'on vient de montrer. La force électrostatique, c'est une force conservative. Donc, vous avez conservation de l'énergie mécanique. Donc, quelle est l'énergie mécanique de la particule à l'état initial? Sa vitesse, elle est nulle, donc son énergie cinétique est nulle. Et son énergie potentielle, on vient de montrer que l'énergie potentielle, c'est la charge fois le potentiel au point où se trouve la charge. D'accord? Autrement dit, le potentiel, c'est l'énergie potentielle par unité de charge. Donc, l'énergie potentielle d'une charge Q placée en un point où se trouve, où le potentiel vaut V, c'est égal à Q fois V. Donc, la charge fois le potentiel au point où se trouve la charge. Maintenant, à l'état final, l'énergie cinétique, ça sera 1 demi mv carré. Et l'énergie potentielle, ça sera Q fois le potentiel à l'état final, c'est-à-dire V2. En faisant l'égalité des deux, on voit que Q fois V1 égale à Q fois V2 plus 1 demi mv carré. Donc Q facteur de V1 moins V2 égale à 1 demi mv carré. Donc pour chercher la vitesse, on a besoin de savoir ce que c'est que V1 moins V2. Et là, on va utiliser la relation qu'on vient de montrer. D de V, c'est moins E scalaire D de L. Et on va intégrer cette relation entre l'armature 1 et l'armature 2. Donc l'intégrale de 1 à 2 fois d de v, ça va vous donner v2 moins v1. Avec ce signe moins, ça sera v1 moins v2. Comme le champ est constant, je le sors de l'intégrale. L'intégrale d de L, c'est d. Donc je trouve que v1 moins v2, c'est e fois d. En remplaçant v1 moins v2 par le champ électrique fois la distance entre les deux armatures, j'arrive à l'expression suivante. En faisant l'application numérique, vous allez trouver une vitesse de 1,4 10 puissance 6 mètres par seconde. Très bien. Nous venons de définir maintenant un nouveau champ scalaire. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Donc là, c'est un champ qui est plus facile à calculer déjà parce que c'est un champ scalaire. Donc on n'a plus besoin de déterminer le sens et la direction. Donc le champ scalaire en un point vaut
bien sa valeur, c'est une grandeur scalaire. Et bien le potentiel, c'est un champ scalaire et il est défini à une constante près. Donc on a vu que ce qui est important en physique, c'est la différence de potentiel entre deux points. Donc quelle que soit la valeur de cette constante, la différence de potentiel reste la même. Donc pour déterminer cette constante, en général, on choisit la valeur de telle sorte que le potentiel, lorsque le point M se trouve à l'infini, égale à 0. Si vous avez une distribution de charge finie. Mais si la distribution de charge est infinie, on choisit l'origine du potentiel en un point quelconque du système. D'accord? Donc voilà le potentiel créé par une charge ponctuelle. Si je prends par exemple dans ce cas le potentiel à l'infini est nul, c'est-à-dire si R tend vers l'infini, V de R égale à 0, donc vous allez voir 0 est égal à 1 sur l'infini, c'est 0 plus une constante, donc la constante elle est nulle. Donc cette fonction scalaire est souvent plus simple à déterminer, on va le voir dans les exercices, et si on détermine le potentiel en un point, on peut bien sûr remonter à l'expression du champ électrique. Le principe de superposition qui est valable pour la force électrostatique, pour le champ électrique, est bien sûr également valable pour le calcul du potentiel. Donc on distinguera les deux cas. Si vous avez une distribution discrète de charge, Q1, Q2, Q3, on veut calculer le potentiel en ce point créé par les trois charges, c'est tout simplement la somme des potentiels créés par chacune des charges séparément. Donc, vous voyez, je fais la sommation du potentiel créé par chacune des charges. Si on a une distribution de charges, la même chose, V, au lieu de faire la somme, il faut faire l'intégrale, parce qu'on a une distribution continue, et bien sûr, à la place de Q, on va la remplacer par D de Q, qui peut être soit lambda D de L pour une distribution linéaire, sigma D de S pour une distribution surfacique, rho D de V pour une distribution volumique. Maintenant, voilà quelques relations importantes entre le champ et les potentiels. On a montré que D de V égale à moins ED de L. Or, dans le tout premier chapitre, nous avons montré que la différentielle d'une fonction d'une façon générale, quelle que soit cette fonction scalaire, c'est toujours égal à la gradient de cette fonction fois D de L. Donc en faisant l'analogie entre ces deux expressions, vous voyez bien que E égale à moins gradient de V. Donc voilà la relation qui permet cette fois-ci de lier le champ au potentiel. Donc celle-là, ça permet de lier le potentiel au champ, et là c'est l'inverse. Donc vous avez deux relations de base. D de V égale à moins ED de L, on l'utilise si on veut déterminer le potentiel connaissant le champ électrique. Cette deuxième relation, on l'utilise inversement, si je connais le potentiel et on me demande de calculer le champ, j'applique juste E égale à moins gradient de V. Bien sûr, si vous avez un potentiel en coordonnées cartésiennes, il faut utiliser gradient en coordonnées cartésiennes. Un potentiel en coordonnées polaires, il faut utiliser gradient en coordonnées polaires. Et également pour les autres systèmes d'unité. Bien, donc ici, bien sûr, pour trouver le potentiel, il suffit de faire l'intégrale, mais il ne faut pas mettre les bornes. Pour calculer le potentiel en un point quelconque, ce n'est pas la peine de mettre les bornes. Juste une primitive, l'intégrale D de V, ça vous donne V, et l'intégrale, vous cherchez une primitive, mais il faut toujours ajouter une constante. D'accord? On ne met pas les bornes, mais il faut toujours ajouter une constante qu'il faut déterminer par les conditions initiales. Bien. Enfin, on va parler de ce qu'on appelle ce que c'est qu'une surface équipotentielle. Donc, comme son nom l'indique, EQI, ça veut dire égal potentiel. Donc, ce sont des surfaces où le potentiel est égal à une constante. Donc, toutes les surfaces où le potentiel est égal à une constante sont appelées surfaces équipotentielles. Donc, si V est égal à une constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire D de V égale à 0. Donc, pour une fonction scalaire constante, ce différentiel est nul. Or, la différentielle de V, c'est E scalaire D de L. Donc, E scalaire D de L égale à 0. Autrement dit, en n'importe quel point de la surface équipotentielle, vous avez le champ et les perpendiculaires à cette surface. Donc, prenons le cas d'une charge ponctuelle. Voilà le champ électrique. Il est défini de la charge vers l'extérieur. Donc, quelle est la surface pour laquelle V égale à une constante? Si V égale à une constante, ça implique quoi? Ça implique R égale à une constante. R égale à une constante, c'est la surface d'une sphère. Vous voyez bien que sur cette sphère-là, par exemple, le potentiel égale à une constante. Sur cette sphère-là aussi, le potentiel égale à une constante.
Et on vérifie bien que le champ électrique, en n'importe quel point d'une surface équipotentielle, il est toujours perpendiculaire à cette surface. Voilà le cas simple d'une charge ponctuelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une surface équipotentielle. Et ces lignes, c'est ce qu'on appelle les lignes de champ électrique. Vous voyez bien que les lignes de champ sont toujours perpendiculaires à la surface équipotentielle. Bon, là, j'ai tracé juste l'expression de V de R, mais à 3 dimensions. Donc, c'est une fonction qui varie en 1 sur R. Bon, on a sur R partout. Et vous voyez la forme à 3 dimensions de cette géométrie. Bien, voilà, ça, c'est la surface équipotentielle pour le cas d'un dipôle électrique. Donc, un dipôle, je rappelle, c'est deux charges égales et opposées. Donc, ça, c'est les lignes de champ. Ils partent de la charge positive, ils arrivent vers la charge négative. Donc, ça, c'est les lignes de champ. Et si on va dans les lignes de champ, pour tracer par exemple une surface équipotentielle, il suffit de chercher la perpendiculaire en chaque point, perpendiculaire, perpendiculaire, perpendiculaire. Ensuite, vous joignez ces perpendiculaires à cette ligne de champ, perpendiculaire à cette ligne de champ, perpendiculaire à cette ligne de champ, la perpendiculaire, et ainsi de suite, la perpendiculaire, et en joignant ces perpendiculaires, on arrive à une surface équipotentielle. Voilà. Au milieu, vous voyez bien que la perpendiculaire, voilà, c'est un plan vertical. Donc, voilà ce qu'on appelle des surfaces équipotentielles. Et en rouge, ce sont les lignes de champ électrique. Dernière propriété du potentiel électrostatique, si vous intégrez d de V égale à moins ED de L sur une surface fermée, vous partez du point A jusqu'au point A, ça sera l'intégrale de A jusqu'à A d de V. Et ce qu'on note, intégrale avec un 0 au milieu, j'intègre sur une courbe fermée. L'intégrale d de V entre A et A, ça vous donne bien sûr V de A moins V de A égale à 0. Autrement dit, la circulation du champ électrique suivant une courbe fermée est égale à 0. Et ça, bien sûr, c'est pour un champ électrostatique. Et on va utiliser l'une des propriétés que j'ai rappelées dans le chapitre numéro 1, c'est que la circulation suivant une courbe fermée d'un champ électrique quelconque, un champ vectoriel A d de L, ça c'est valable quel que soit le champ A, est égal au quoi? Est égal au fluide rotationnel de ce champ électrique à travers une surface. C'est quoi cette surface? C'est la surface qui entoure ce contour gamma. Voilà. Vous avez un contour gamma, voilà, un cercle par exemple, une courbe quelconque. Vous avez dans cette région-là, il existe un champ électrique A quelconque. Qu'est-ce qu'il vous dit ce théorème de Stokes? La circulation de ce champ électrique suivant cette courbe gamma est égale au flux de rotationnel de A fois scalaire d de S à travers n'importe quelle surface qui s'appuie sur gamma. Par exemple, cette surface-là. Mais vous pouvez prendre aussi cette surface, n'importe laquelle. Il suffit qu'il s'appuie sur gamma. Vous pouvez prendre aussi cette surface qui est entourée par gamma. Ça, c'est valable quelle que soit la surface qui entoure gamma. Or, on vient de montrer que la circulation suivant un contour fermé, elle est nulle. Donc, ça veut dire que le flux rotationnel de E d de S égale à 0, quelle que soit la surface S qui s'appuie sur gamma, et donc rotationnel de E égale à 0. C'est ce qu'on appelle la forme locale de l'équation vérifiée par le champ électrique. Et la forme locale de cette équation. Donc, vous avez deux relations de base, E égale à moins gradient de V, relation qui permet de lier le champ au potentiel. Et pour un champ électrostatique, son rotationnel est égal à 0. Donc le rotationnel d'un champ égal à 0, ça veut dire le champ dérive d'un potentiel. Maintenant, on va passer aux exemples d'application et on va commencer par le cas le plus simple, un cercle de rayon R et on veut déterminer le potentiel en un point M de l'axe OZ situé à une distance Z du centre. Là, vous allez voir que le calcul, c'est beaucoup plus simple que le champ électrique parce qu'on n'a pas besoin de calculer des projections. On va calculer juste la somme du potentiel créé par chaque charge D de L. Et bien, toujours la méthode, c'est quoi? On prend un élément de charge D de Q, quelconque. Voilà, D de Q, par exemple ici. Et je calcule le potentiel D de V en ce point. Donc, D de V par définition, c'est D de Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R. J'ai une distribution linéaire, je remplace d de Q par lambda d de L. Après, je passe tout de suite à l'intégrale. Donc, il n'y a pas de problème. On peut passer parce que je somme des nombres. Donc, l'intégrale, si vous intégrez maintenant sur cette courbe-là,
l'intégrale de d de L sur R, qu'est-ce qui est constant? Vous voyez bien que si je fais l'intégrale, je prenais un autre point ici par exemple, un autre point ici, cette distance est toujours la même, hein, cette distance elle est la même, donc R est égal à une constante, donc j'ai l'intégrale d de L, et l'intégrale d de L sur un cercle, si le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois grand R, et vous voyez bien le potentiel, il est très facile à calculer. Maintenant, connaissant le potentiel, vous pouvez déduire le champ facilement par la relation E égale à moins gradient de V. Maintenant, si on vous demande le champ par la méthode directe, je l'ai déjà fait, je rappelle juste ce qu'il fallait faire. Donc d'abord, pour le champ électrique, c'est un vecteur, donc il faut absolument d'abord justifier par symétrie quelle sera la direction de E. Donc je vous laisse le soin de le faire parce que j'ai déjà traité. Donc par symétrie, il faut montrer que le champ est suivant OZ. Ici, il n'y a pas d'invariance. Bon, s'il y a une invariance juste par rotation autour de OZ, mais ça ne va pas nous intéresser dans le calcul. Vous prenez un élément de charge D de Q, il crée un champ D de E. Ensuite, vous calculez juste la composante non nulle, qui est la composante D de EZ, qui est égale à D de E scalaire K. Et vous voyez bien que vous êtes obligé, D de E, c'est celui-là. Scalaire K, on est obligé d'introduire cet angle qu'on va appeler l'angle alpha. Ensuite, on passe à l'intégrale cette fois-ci. Là aussi, le calcul sont plus simples, parce que si j'intègre sur tout le cercle, alpha reste, et R reste constante. Donc l'intégrale devient aussi simple, et voilà le champ électrique créé par un cercle. Bon, ça, je l'ai déjà traité dans le chapitre du champ électrique. Maintenant, on veut déterminer cette expression du champ électrique, cette fois-ci, non pas par le calcul du champ, mais uniquement à partir du potentiel que j'ai calculé tout à l'heure. Donc là, j'applique la relation entre le potentiel et le champ électrique. Je connais le potentiel et je vais déterminer le champ. Donc j'utilise D de V, c'est moins E, D de Z. D'accord? Parce que E par symétrie, il est suivant OZ. Donc D de L, c'est D de X suivant EX, plus D de Y suivant Y, plus D de Z suivant E de Z. Donc il va vous rester uniquement moins E de Z scalaire D de Z. Donc je passe à l'intégrale. Donc l'intégrale de D de V, c'est l'intégrale de Z, D de Z sur Z carré plus R carré à la puissance 3 demi. Bon, Z, D de Z, c'est la différentielle de Z au carré. D'accord? Sur 2. 2, elle est là. Je peux introduire R carré à l'intérieur parce que la différentielle de R carré, c'est 0. Pour faire apparaître juste uniquement F' sur fois F à la puissance N. Or, l'intégrale fois F' fois F à la puissance N, c'est 1 sur N plus 1, F à la puissance N plus 1. Donc ici, N, c'est 3 demi. Moins 3 demi. Donc, moins 3 demi plus 1, ça vous donne moins 1 demi. Donc, c'est pour ça que vous allez trouver la racine. Vous intégrez bien sûr. Ici, vous cherchez une primitive. Hein, ce n'est pas la peine de mettre les bornes. Et à condition d'ajouter une constante. Donc, voilà le potentiel créé par potentiel créé par le cercle. Pardon, là, ce qu'on a fait, hein, c'est retrouver V à partir de E, et non pas E à partir de V. On a calculé le potentiel à partir du champ électrique. D'accord? Donc, voilà, j'ai utilisé ici l'expression du champ électrique. Ah, et j'ai déterminé le potentiel. Maintenant, pour calculer le champ à partir du potentiel, c'est ce qu'on va faire dans la suite. Donc, si le potentiel est à l'infini, bien sûr, la constante, elle est nulle. Maintenant, c'est l'inverse. Je vais retrouver le champ à partir du potentiel. Et c'est ça le cas le plus important. Pourquoi? Parce que le potentiel, c'est plus facile à calculer que le champ électrique. Donc, j'ai déjà calculé le potentiel tout à l'heure. Maintenant, on va retrouver le champ directement à partir du potentiel. Et dans ce cas-là, il faut utiliser la relation E égale à moins gradient de V. Et comme V ne dépend que de Z, le gradient va se réduire à moins D de V sur D de Z suivant EZ. Et vous voyez qu'on retrouve que le champ est suivant EZ. Sans utiliser la symétrie, mais juste utiliser l'expression du potentiel. Bon, vous voyez maintenant, il suffit de dériver ça par rapport à Z. Et bon, je pense que tout le monde sait comment calculer la dérivée de 1 sur F, F à la puissance N. Et vous voyez qu'on retrouve facilement le champ électrique créé par un cercle. Donc vous voyez, à travers cet exemple simple, donc je peux calculer le potentiel par la méthode directe, je peux calculer le champ et connaissant le potentiel, je peux déduire le champ, je peux calculer le champ par la méthode directe et connaissant le champ, je peux déduire le potentiel. Donc on peut passer d'une grandeur à l'autre par les relations
E égale à moins gradient de V et D de V égale à moins E scalaire D de L. Bon, je vous laisse le soin de faire ces petits cas limites. Donc voilà l'expression du potentiel créé par un cercle. C'est une fonction paire. Et le champ électrique est une fonction impaire. Bien sûr, ça peut, E de Z est une fonction impaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, OXY, c'est un plan de symétrie des charges. Donc le champ électrique, par rapport au plan du cercle, va se transformer en champ symétrique. Et vous voyez bien que ces deux fonctions-là sont impaires. Par contre, pour toute fonction scalaire, par rapport à un plan de symétrie, sont des fonctions paires. Donc ça, c'est général pour les symétries. Bien. Maintenant, je passe à un autre exercice. On a traité le cas d'une distribution linéaire. Là, je vais traiter le cas d'une distribution surfacique, le cas d'un disque. Donc, bon, champ électrique, on l'a déjà calculé. Retrouver l'expression du champ en utilisant les résultats du champ créé par un cercle. Donc, je vais traiter plutôt cette question-là. Bon, pour le potentiel, je vous laisse le soin de le faire. C'est exactement la même méthode qu'on a fait pour le cercle. Prendre un élément de charge D de Q, écrire l'expression D de V. En tout point du cercle, vous avez R égale à 0, θ égale à 0. Vous intégrez. Bon, je vous laisse le soin de faire le calcul. Pour le champ électrique, je l'ai déjà traité dans le chapitre réservé au champ électrique. D'abord la symétrie. Il faut montrer que le champ est suivant OZ. Prendre un élément de charge qui est ρ, D de θ, avec ρ ici. θ, c'est cet angle. Exprimer le champ D de Q, D de E créé par cette charge D de Q. Ensuite, calculer la composante utile qui est D de E scalaire EZ. Et vous allez trouver cette expression-là pour le champ électrique et cette expression-là pour le potentiel. Donc là, je vous laisse le soin de travailler un petit peu. Maintenant, je vais essayer de retrouver ces expressions-là par une autre méthode beaucoup plus intéressante. C'est retrouver le champ créé par un disque à partir des résultats du cercle. Supposons dans la première question, on vous dit calculer le potentiel créé par le champ créé par un cercle en un point M. Deuxième question, déduire le champ créé par un disque. Autrement dit, voilà, le champ créé par un cercle, on vous le donne. Soit on vous le donne, soit vous l'avez calculé dans une première question. Un cercle de rayon ρ crée un champ en un point M situé à une distance Z qui est par cette relation-là. Ρ, c'est le rayon du cercle. Comment passer du cercle à un disque? Autrement dit, comment passer d'un disque à un cercle? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On partage le disque en plusieurs cercles de rayon ρ et d'épaisseur d de ρ. Donc, je prends ici un cercle, un seul. Voilà, je l'ai mis en blanc. Voilà, ça c'est un cercle de rayon ρ, de rayon d'épaisseur d de ρ. Très faible. Et si je sais le champ créé par ce cercle, je fais l'intégrale ensuite, la superposition en changeant ρ entre 0 et grand R, et je vais déduire le champ créé par le disque. C'est ce qu'on appelle le théorème de superposition. La seule difficulté dans ce type de calcul, c'est essayer de trouver la relation entre lambda et sigma. Donc voilà, soit un cercle de rayon ρ et d'épaisseur d de ρ, d'après la première question, le champ créé par ce cercle, ça va être tout de suite lambda ρ z sur 2 epsilon 0, 1 sur ρ carré plus z carré à la puissance 3,5. Parce que c'est un cercle chargé avec une distribution linéaire lambda, mais qu'on considère d'épaisseur très faible. Maintenant, comment trouver la relation entre lambda et sigma? Il suffit d'écrire l'expression de la charge d de Q pour un cercle et pour un disque. Et la charge d de Q, bien sûr, elle est la même. Donc pour un disque, c'est sigma d de S, qui est égal à sigma fois ρ d de ρ d de θ, à l'élément de surface en coordonnées polaires. Et pour un cercle, c'est lambda fois d de L. Bien sûr, pour un cercle, d de L, c'est cet élément de longueur-là. C'est cet élément de longueur. Et cet élément de longueur, c'est ρ fois d de θ. Donc en faisant l'égalité des deux, je simplifie par ρ d de θ, et je retrouve bien sûr que lambda, c'est sigma fois d de ρ. Voilà la relation la plus importante. Après, il suffit de remplacer ici lambda par sa valeur. Ensuite, vous intégrez ρ entre 0 et grand R, et vous allez déterminer le champ créé par le disque. Voilà. Donc, d de E, je remplace lambda par sa valeur, donc sigma ρ d de ρ, et vous voyez maintenant, il vous reste une intégrale qu'on a déjà calculée plusieurs fois. Ρ d de ρ, c'est d de ρ au carré sur 2.
Donc c'est pourquoi ici vous avez 4. Z c'est une constante, je peux l'introduire à l'intérieur de l'intégrale. Et là aussi vous avez une intégrale de f' fois f à la puissance n. Vous savez calculer ça et voilà l'expression du champ électrique. On le retrouve cette fois-ci par une autre méthode qu'on appelle la méthode de superposition. Donc je peux passer d'un cercle à un disque. Je peux passer d'un disque. Bon, il y a ce type d'exercice, bien ce type de traitement, on l'utilise dans plusieurs méthodes. Par exemple, si vous avez une sphère chargée en volume, vous avez déjà déterminé le champ créé par une sphère chargée en surface. Une sphère chargée en volume, vous pouvez la partager en plusieurs sphères chargées en surface d'épaisseur d de r. Et vous pouvez utiliser exactement cette méthode-là. Très bien. Maintenant, connaissons le champ créé par un disque. Des questions aussi qui sont classiques. Déduire le champ créé par un disque troué, c'est-à-dire qui contient une charge uniquement entre le cercle de rayon R1 et le cercle de rayon R2. Mais toujours en utilisant ce qu'on appelle la méthode de superposition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas refaire le calcul. Vous connaissez déjà le champ créé par un disque. Utilisez ces résultats pour trouver le champ créé par un disque troué. Autrement dit, comment décrire ce système à partir des disques chargés? Bon, vous avez déjà une indication ici, moins sigma et plus sigma. Ça veut dire quoi? Donc il faut prendre un disque de rayon R1 chargé avec moins sigma et un disque de rayon R2 chargé avec plus sigma. Si je prends ce terme-là, ce disque et je le mets ici, sigma plus moins sigma, ça me donne 0 et je retrouve mon disque troué. Or, le champ créé par un disque, nous l'avons déjà calculé. Il suffit de remplacer sigma par moins sigma et R par R1. Le champ créé par un disque de rayon R2, il suffit de remplacer R par R2. Et donc, le champ créé par ce système en un point M, c'est la somme tout simplement de ces deux champs-là. Vous voyez l'importance de cette méthode d'analyse, d'accord? Théorème de superposition. Bien. Je passe à un dernier exercice, cette fois-ci, champ créé par une demi-sphère chargée uniformément en surface en un point O, plus exactement O c'est le centre. Donc O c'est le centre de cette demi-sphère. Voilà notre exemple. Et on veut calculer le champ électrique en ce point par la méthode directe. Bien. Bon, symétrie bien sûr. Il faut montrer que OX, OY OX, OZ est un plan de symétrie. OY, OZ c'est un plan de symétrie. Donc le champ va être suivant OZ. D'accord? Donc un élément de charge D2Q vous donne un champ D2Q est égal à 4 pi sur epsilon 0. Faites attention ici, on est au centre de la sphère. Donc le rayon il est constant. R carré fois U. U c'est ce vecteur unitaire. U c'est ce vecteur unitaire. J'ai pris un élément de charge D2Q ici. Il va me donner ce champ D de E. Par symétrie, le champ est suivant OZ. Donc, je calcule uniquement la projection de E suivant OZ qui est égale à U scalaire K. K, c'est ce vecteur. Et bien sûr, vous voyez bien que U scalaire K, c'est moins cosinus θ. Voilà. Après, je remplace juste D de Q par sa valeur, c'est sigma D de S. Ça, c'est un élément de surface en coordonnées sphériques, de rayon constant. Ensuite, vous intégrez et vous voyez bien que je retrouve facilement le champ créé par cette demi-sphère. Bien, qui est égal à moins sigma sur 4 pi epsilon 0 suivant K. Donc voilà, je vais rater les exemples ici. Donc voilà pour ce cours numéro 4 où j'ai essayé d'introduire ce que c'est que le potentiel électrostatique. C'est quoi la définition ou l'interprétation physique du potentiel? C'est quoi sa relation avec le champ électrique? Et on a vu les méthodes de calcul pour une distribution discrète, pour une distribution continue, comment passer du champ au potentiel, comment passer du potentiel au champ électrique et quelles sont les relations locales vérifiées par le potentiel et par le champ électrique. Donc voilà, à bientôt pour le prochain cours.